sans marché, enfin les peintres impressionnistes. Enfin, bon, voilà, la plupart si on n'avait comme marché que le marché actuel immédiat, la plupart des trucs intéressants seraient foutus d'avance. Bon, voilà. Alors ça, d'où là, quand même, là, il faut lutter pour défendre des structures. Il faut lutter pour que le marché ne détruise pas toutes les niches. Voilà, et qu'il y ait de la place pour du marché ultérieur. Alors, le système scolaire est encore, bon, malgré la concurrence du privé, bon, c'est quand même une des niches possibles. Bon, c'est-à-dire à la fois du dévouement, des gens qui croient. Il y a encore des ressources, pas très grandes, mais voilà. Bon. Et moi, je peux dire, par exemple, tout ce que j'ai fait toute ma vie, c'est ça. Bon, par exemple, on fait une revue sans subvention, qui repose sur le fait que des gens qui sont pas payés pour ça font ce travail, se dévouent. Voilà, le fait que, oui, voilà, une part énorme des choses bien qui se font sont hors marché, voilà, hors marché. Mais bon, le problème est combien de temps on arrivera à produire des gens qui travaillent sans marché, qui y croient assez pour travailler sans marché. Ça, c'est un des grands problèmes. Voilà. C'est pour ça que moi, je veux pas faire le prophète exemplaire. Bon, quand je dis je fais des trucs pour les jeunes, je pense que ma fonction principale, c'est de leur faire voir qu'on peut encore faire des trucs, quoi, et que leur folie d'ado sont pas absurdes. Voilà. Voilà, que même à mon âge avancé, j'ai encore des folies d'ado. Vamos mudar completamente de assunto. Vamos falar de mulheres. O senhor utiliza bastante o conceito de violência simbólica. E entre os mais significativos exemplos dessa violência, o senhor cita a dominação masculina, que descreve num livro recentemente lançado que causou grande polêmica. O senhor poderia falar um pouco deste assunto? Oui, alors bon. Et la domination. Oui, la domination. En fait, il y a le problème de la sexualité, le problème de la domination. Bon, ce que j'ai voulu faire, c'est donner, enfin, une cohérence théorique peut-être à des observations qui ont été faites souvent par des ethnologues, des sociologues, des économistes, etc., qui montrent que bon, les femmes occupent une position dominée. Par exemple, c'est un très beau travail que j'ai cité. C'est pas du tout ce que feraient les féministes françaises, qui malheureusement font plutôt de la théorie et pas toujours bonne que des travaux empiriques fondés. C'est une sociologue américaine qui a étudié l'usage différentiel du téléphone chez les hommes et chez les femmes. Bon, voilà. Et alors elle montre que c'est des femmes qui utilisent beaucoup le téléphone, beaucoup plus que les hommes. Et on leur dit évidemment que les femmes sont bavardes, qu'elles passent leur temps au téléphone, qu'elles ne font que ça, etc. Bon, en fait, elle a observé statistiquement, elle a mesuré tout ça. Bon, et elle montre que c'est tout à fait normal, parce que dans la division du travail domestique, dans la famille, bon, les femmes ont une fonction admise inconsciemment, qui est d'entretenir les relations, ce que j'appelle le capital social de la famille, de l'ensemble de la famille, et elles entretiennent les relations non seulement avec leur propre famille, mais avec celle de leur mari. C'est elles très souvent qui font les coups de téléphone, qui font les cadeaux, qui font les trucs d'anniversaire, qui se rappellent, etc. Bon, voilà. Alors voilà un exemple, c'est un tout petit exemple, mais le problème c'est d'attraper toutes ces observations. L'observation du comportement entre un gynécologue et une femme, des tas d'observations très belles. Il y a d'ailleurs de très beaux travaux qui ont été faits souvent autant par des hommes que par des femmes, des très beaux travaux.
Et moi, j'ai voulu essayer de montrer qu'il y avait une cohérence entre ces choses-là. Alors, le principe de la cohérence, c'est que c'est une domination d'un type très très particulier, qui ne repose pas, quoi qu'on en dise, sur la violence physique. Bien sûr, il y a des femmes battues, je connais les statistiques, etc. Bien sûr, elle repose pas seulement sur la violence économique, c'est-à-dire sur le fait que les femmes travaillant moins, sont moins libres de quitter le foyer, etc. etc. Bon, elle repose sur ce que j'appelle la violence symbolique, c'est-à-dire cette violence qui résulte du fait que les gens ont dans la tête des principes de perception, oui, des manières de regarder, bon, qui sont le produit de la relation de domination. Autrement dit, elles collaborent en quelque sorte, entre guillemets, à leur propre domination. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont idiotes, etc., et qui suffit. Bon, ça veut dire que toutes les structures sociales, dès l'enfance, dans la famille, à l'école, etc., les portent à incorporer, à intérioriser le rapport masculin-féminin. J'ai essayé d'analyser tout ça et de montrer donc que c'est une domination très difficile à déraciner, paradoxalement, parce qu'il ne suffit pas de faire une révolution économique, il faut aussi faire une révolution symbolique dans la tête. Et ce serait la même chose d'ailleurs pour le problème de la domination ethnique entre les blancs et les noirs, par exemple. C'est tout à fait le même modèle qui s'applique avec, voilà. Et donc, pour faire une lutte subversive, bon, il faut prendre acte de ça. Alors évidemment, ça a l'air conservateur. C'est exactement la même chose que pour l'éducation. Bon, il faut prendre acte du fait que c'est comme ça, bon, pour trouver les moyens. Alors, bon, où est-ce que ça se reproduit? Ça se reproduit à l'église, ça se reproduit dans l'État, ça se reproduit à l'école. Bon, et donc, il y a des lieux de lutte. Je dis toujours, il y a une main droite de l'État et une main gauche de l'État. La main droite de l'État, c'est les finances, le budget, voilà, tout ce qui est régalien, tout ce qui est masculin. Bon, hein. Et puis, il y a le féminin. Alors, c'est quoi? C'est les hôpitaux, c'est les crèches, c'est l'école, voilà, bon, c'est le social. Non, et évidemment, dans la hiérarchie des ministères, bon, le masculin domine le féminin, comme partout. Hein. Le ministère des Finances domine le ministère des Affaires sociales. A Assembleia Nacional Francesa acaba de adotar o Pax. O senhor acha que isso significa avanço em termos sociais? Que efeitos, na sua opinião, isso pode ter sobre a sexualidade? Le mot, en fait, moi je pense que symboliquement c'est très important. C'est pas par hasard s'il y a eu tellement de batailles, c'est très très important. Ça change la vision, ça casse l'idée de naturel, quoi. La famille c'est naturel, enfin c'est dans la logique du naturel. Et alors du point de vue d'un sociologue, enfin, chaque fois qu'on a du naturel, il y a de la manipulation, il y a de la domination. Le discours dominant naturalise les choses telles qu'elles sont. On dit c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Voilà. Donc le fait de casser, enfin, l'image ordinaire, naturelle du couple, de la procréation, de la reproduction, etc., c'est très très important symboliquement. Apesar de ter recebido inúmeros convites, o senhor nunca visitou o Brasil, mas quase toda a sua equipe esteve entre nós. Sauf moi. Oui, je sais, j'ai honte. O convite permanece, mas até o momento, qual a sua visão do Brasil e dos intelectuais brasileiros? Ah, c'est très difficile de répondre à ça. C'est très très difficile parce que bon, je peux pas donner une image globale. Je ne peux pas. Alors tout ce que je peux dire, c'est que enfin dans oui, le combat, je pense, qui s'engage en ce moment et qu'il faut mener. Le Brésil fait partie des pays sur lesquels je compte. Voilà, je pense que c'est bizarre de parler en ces termes, mais je crois qu'on est engagé actuellement dans un combat pour la défense d'une civilisation, etc. Et je pense que pour des raisons historiques, enfin, le Brésil qui a subi enfin, la politique néolibérale de plein fouet, avec une violence extrême, et qui en même temps a des ressources culturelles, historiques importantes. Bon,
peut être un des éléments, un des lieux importants de résistance. Voilà. Moi, je pense que la résistance ne peut plus être nationale. Je pense que enfin, il y a une sorte de processus de colonisation de l'Amérique latine. Alors c'est une forme tout à fait nouvelle de colonisation. C'est pas la colonisation à l'ancienne, c'est la colonisation des cerveaux, la colonisation. Bon, cette colonisation, elle est en train d'atteindre l'Europe. Bon, je pense que l'Europe ne peut se sauver, bizarrement, que si elle n'oublie pas, en gros, les Brésiliens et les Indiens. Voilà. Bon, mais il y a d'autres. Hein. Il y a pas que les Brésiliens étant un symbole de pays de grande tradition culturelle, qui a du capital historique. Voilà. Bon, alors voilà. Mais j'hésite à dire ça, parce que c'est pour ça que mon ton est hésitant, parce que je pense que beaucoup de gens vont penser que je sors de mon rôle de chercheur pour faire le prophète politique. Bon, mais c'est aussi, je pense, pour défendre une certaine recherche. Par exemple, c'est vrai que le Brésil est un pays où s'est développée une très bonne sociologie, une très bonne anthropologie de tout premier ordre. Avec très peu de moyens. La France n'a jamais donné un sou, en tout cas à moi, pour contribuer à ça. Ça s'est développé sur la base de ressources, parce qu'il y a des traditions de littérature, il y a des traditions de recherche, il y a une tradition d'ethnologie. Enfin, il y a eu des grands, des Bastide, des Lévi-Strauss, des Braudel, etc., des tas de gens, des Foucault qui sont allés au Brésil, qui ont fait. Et c'est tout ce capital qui fait que le Brésil a gardé une autonomie considérable à l'égard des forces mondiales, en particulier de l'américanisation des cerveaux, parce que là, ça c'est un point. J'ai écrit un papier avec Loïc Vacan sur qui s'appelle Les Russes de la raison impérialiste, enfin, dans lequel on essaie de montrer que la vision du monde dominante, c'est une forme de violence symbolique, enfin, s'impose à travers l'imposition de problématiques et de catégories de pensée. Par exemple, il y a un passage qui a été écrit par Loïc Vacan sur la manière dont la vision de la division ethnique ou raciale américaine tente à s'imposer par la médiation de la recherche, de catégories de pensée, etc., à l'ensemble des pays sud-américains et en particulier au Brésil. De même, tous les concepts que nous avons abordés aujourd'hui, de globalisation, etc., tous ces concepts circulent souvent à peine traduits dans le monde entier et deviennent des problématiques imposées. Voilà. Parce qu'ils ont l'air universels, alors qu'ils universalisent des particularités américaines. Bon, par exemple, la dichotomie noir-blanc, enfin, qui a une forme historique tout à fait particulière aux États-Unis, puisqu'avec une seule goutte de sang noir, on est noir. Bon, cette dichotomie noir-blanc, qui est historique, qui correspond à une société qui a eu l'esclavage, etc. Bon, hein, elle tend à s'universaliser et ça devient la manière universelle de poser le problème. Bon, et alors nous faisons la liste d'un certain nombre de questions. Il y a communautarien, individualisme, etc. Il y a toute une série il y a holisme, individualisme. Enfin, il y a toute une série de couples, d'oppositions comme ça, qui correspondent à des particularités de la société américaine. Et qui sont devenus universels, et qui font des effets, des ravages sur le terrain scientifique. Sur le terrain scientifique, ça engendre des foules de faux problèmes, y compris évidemment aux États-Unis, puisque les Américains tendent à voir comme universelles des catégories de pensée qui sont le produit des structures sociales particulières de leur pays. Donc il faudrait historiciser ces catégories nationales
pour en libérer les Américains et en libérer tous ceux à qui les Américains les imposent. Voilà, bon, voilà. Et ça, c'est aussi un boulot qu'il faut faire. Alors ça nous incombe, malheureusement, c'est un peu toujours les mêmes qui font ce genre de boulot. Là, on revoit d'ailleurs l'intérêt, c'est un bel exemple, ça, de politisation théorique, qu'il faut beaucoup de théorie, il faut avoir la théorie des catégories, la théorie, bon, il faut avoir lu Kant, il faut avoir tout un capital théorique, je crois, enfin, assez sophistiqué, bon, et en même temps, une pulsion. Voilà, alors donc, je pense que le Brésil, c'est pas une concession particulière à la, comment dire, au fait que vous êtes brésilien et que je parle pour un public brésilien. Je pense qu'il y a enfin, un rôle, enfin, leader théoriquement, leader de résistance. Enfin, bon, qui peut. Alors cela dit, il faudrait que évidemment les intellectuels se réveillent, enfin, bon, et là ils peuvent trouver enfin, disons, une ancienne dépendance à l'égard de l'Europe et à l'égard de la France peut devenir un instrument de libération. Il y a encore des gens, enfin, qui étant formés dans la culture française, etc., et ayant sans doute quelques illusions sur la culture française, peuvent être très, très utiles pour résister à cette autre forme d'impérialisme de l'universel qui vient à travers les sciences sociales. Alors ça, c'est important, parce que à travers les sciences économiques et sociales. É verdade que nós brasileiros temos que escolher dois tipos de imperialismo. C'est bien que vous disiez ça, parce que ce que je vous dis, il faut pas choisir. On peut se servir de l'un contre l'autre. Bon, par exemple, vous avez les Canadiens français, cela fait. Ça on le fait, voilà. mais Oui. Oui, les Canadiens français, moi, j'ai forgé la notion de double domination. Alors, on me dit, oui, voilà, c'était pas. J'ai dit ça à Montréal. J'ai dit, vous savez, voilà. Bon, quand même, je suis pas idiot. Je conseille pas dire, vous savez, moi aussi, je viens d'un pays dominé. Moi aussi, j'avais un accent dans ma jeunesse. J'en ai encore un peu, etc. Moi aussi, je sais ce que c'est que d'arriver à Paris et de se faire prendre pour un plouc parce qu'on a un accent pas conforme. Bon, alors après avoir dit ça, je dis maintenant, voilà, maintenant, on va pas rigoler. Bon, pourquoi êtes-vous francophile? Pourquoi, etc. Bon, parce que ça vous permet de faire chier les Américains. Bon, là, c'est très bien. Mais il faut savoir que vous échappez à une domination pour tomber dans une autre. Bon, et donc, il faut tirer parti de cette double domination. Alors, une double domination, on peut jouer un dominant contre un autre. On peut se servir de ce rapport dominant contre l'autre. Voilà. Bon. Então não podemos pretender uma cultura, uma produção intelectual independente? Oui, oui, alors ça, écoutez, là, je vais citer un livre c'est un livre je peux, là encore, c'est comme pour 2 années, je peux pas dire c'est une élève, c'est Pascal Casanova qui a fait un livre qui s'appelle La République mondiale des lettres, où elle parle magnifiquement d'ailleurs de Mario de Andrade et de Macunaíma, bon, vous verrez, et bon, elle montre que bon, il y a un mouvement de libération, voilà, possible en littérature, comme il y a un mouvement de libération, et elle fait une théorie. Alors c'est pareil, c'est pas du tout bon. Je prends le drapeau et je dis, je vois écrivain de tous les pays, unissez-vous, faites la révolution, etc. Elle dit pas ça, elle décrit des mécanismes de domination dans des univers qui normalement sont vus comme des univers iréniques, des écrivains, ils se réunissent, ils sont tous égaux. Monsieur Mario de Andrade, il va rencontrer monsieur, etc., ils sont tous pareils. Voilà. Non, en fait, elle dit, dans les rapports entre les écrivains, il y a des rapports de domination. Bon, il faut se faire traduire, et si on se fait pas traduire à Paris, on est mort, que c'est ça ou la mort. Alors, elle cite des exemples magnifiques d'un type, je sais pas ce qu'il était, d'un pays d'Afrique, qui a voulu faire, oui, le Zoulou, c'est ça me revient. Attends, je sais plus son nom, c'est magnifique. Il a voulu faire du Joyce en Zoulou. Voilà. Ce type, il voulait faire le roman d'avant-garde, le monologue intérieur, les trucs les plus raffinés en Zoulou. Bon, alors, il a fait un peu, puis après, il a fait en anglais. Hein. Sinon, c'était la mort. Bon, voilà. Alors, voilà le problème. Et ça, en décrivant des trucs comme ça, je vous assure qu'elle a un effet libérateur, parce que ça s'applique aussi à la sociologie, ça s'applique aussi à la philosophie, ça s'applique à tout. Alors, je suis content de finir là-dessus, parce que là, c'est un message de libération. Là. O senhor acha que está vendo uma volta ética, como propõem alguns intelectuais, como forma de construir, ou melhor, reconstruir uma nova racionalidade política? Non, je suis assez sceptique hein, je pense que c'est très difficile de donner une force sociale à l'éthique. Alors, je suis tout à fait pour l'éthique. Je pense que, par exemple, dans le monde intellectuel, s'il y avait un peu plus d'éthique, enfin, bon, ça changerait beaucoup le monde intellectuel. Pour donner une force politique à une éthique,
il faut être très fort. Il faut être très fort. Voilà. Surtout si cette éthique est à contrepente des forces dominantes. Bon, alors on peut exalter les vertus de résistance, etc. Mais bon, moi je crois que c'est un alibi, c'est une manière de ne pas faire de la politique. Voilà, pour dire franchement, voilà, c'est une manière de ne pas faire de la politique. Alors je reviens, j'ai un peu l'esprit d'escalier, hein, mais depuis le début, vous me dites, mais enfin, pourquoi la politique? Je pense que une des choses importante, une des motivations importantes pour avoir envie de comprendre le monde, c'est d'avoir un intérêt politique pour le monde. Ce qui ne veut pas dire avoir une prise de position politique. On sort de l'indifférence, on n'est pas un pur spectateur. Bon, et ça va contre un des préceptes de la méthodologie officielle. Donc on a mis ça sur le compte de Max Weber, bon, ce qui est un paradoxe. Max Weber effectivement a parlé de neutralité axiologique. Bon, il veut dire qu'il ne s'agit pas de faire des jugements de valeur. Bon, ça c'est très bien. Mais il n'a jamais dit qu'il fallait être indifférent au monde social. C'est un type qui il a été engagé tout le temps. Les gens qui parlent d'éthique en ce moment, en sociologie, c'est des faux culs. Voilà. Je ne sais pas si ça se traduit en brésilien. Ça, c'est des gens qui n'ont pas le courage, quoi, de prendre le monde comme il est et de se prendre eux-mêmes comme étant ce qu'ils sont. Parce que en parlant de morale, ils ne parlent pas de politique. Or, il est question de ça dans le monde. Voilà. Donc, ils prennent une position politique. Mais chic. Parce que si vous dites éthique, très bien, vous passez partout. Então falemos de moral de outra maneira. O senhor acha que a massa enorme de sofrimento produzido pelo neoliberalismo, como a que vemos no Brasil, miséria, violência, exclusão, sentimento de insegurança e de incerteza sobre o futuro, poderia um dia provocar um movimento capaz de acabar com ele? Alors ça, c'est une question très, très difficile. Je peux essayer d'élaborer un petit peu. Je pense que les situations de crise, les situations sont des situations critiques, c'est-à-dire dans lesquelles le monde part en éclats, part en morceaux. Les gens n'ont plus de repères, n'ont plus d'instruments de totalisation, quoi. Bon, voilà. Alors, effectivement, ça c'est Max Weber dit ça. Il dit la fonction de la religion principale, enfin, c'est de tenir ensemble, voilà, de donner une sorte de cohérence pratique. C'est pas une cohérence théorique, mais de faire en sorte que on s'y retrouve, on comprend. On sait s'il faut mettre une cravate ou pas en mettre. Enfin, on sait s'il faut, je sais pas, s'il faut manger ça plutôt que ça, etc. Bon, ça totalise, ça permet de donner sens et cohérence à l'existence. Alors, bon, malheureusement, je pense que les prophétismes religieux sont en général dans la logique de l'escapisme, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire ça conduit à des visions millénaristes, ça détourne du politique dans ce qu'il a de brutal, d'insupportable. Bon, ça fait fuir la vie. Bon, alors, c'est-à-dire, on peut se demander, bon, si on est utopiste, si on se dit, bah oui, où est-ce qu'on va trouver des forces sociales pour changer ce monde? Voilà, parce que c'est une question que je me pose aussi. Alors là, pas en tant que chercheur, je m'impose aussi. Bon, je l'ai dit, je l'ai pas caché. Je pense que ce qui se passe est très grave et que l'humanité est menacée. Moi, je pense pas à moi, mais je suis entouré d'un tas de jeunes gens, de jeunes filles qui travaillent, qui y croient. Et beaucoup de choses que je fais, je les fais. Bon, ça a l'air idiot, mais c'est vrai pour eux. Bon, et souvent, c'est eux qui me le demandent. Ils me disent, tiens, ah oui, vous devriez faire ça. Voilà, bon. Et bon, je voudrais bien savoir, suggérer
de l'utopisme, mais réaliste. Voilà. Dire aux gens, par exemple, 68, moi j'étais à la fois pour et en même temps contre, parce que je trouvais que c'était de l'utopisme utopique. Voilà, bon. Et moi je prêche depuis des années qu'il faut de l'utopisme, mais réaliste, avec un peu de plomb dans la cervelle. Quoi, voilà, hein. D'ailleurs, on voit ce qu'ils deviennent, la plupart de ces utopistes, ils tournent Kazakh. Bon. Alors, pour faire de l'utopisme réaliste, il faut connaître le monde, il faudrait être à la fois jeune et vieux. Voilà, pour faire de l'utopisme réaliste, il faut être comme ça, enthousiaste comme un jeune, un peu naïf comme un jeune, et puis en même temps pondéré, sérieux, réaliste, un peu triste, un peu pessimiste comme un vieux. Voilà, bon. Alors la sociologie, moi je dis ça souvent, c'est triste. Moi, quand j'avais 20 ans, si on m'avait raconté ce que je raconte, j'aurais dit quel connard, c'est pas possible, c'est scandaleux. Non, c'est vrai, c'est sinistre, c'est pas gai, c'est rabat-joie. Moi je pense qu'un des grands problèmes voilà, je vais dire des choses que je devrais pas dire, mais tant pis. Un des grands problèmes du mouvement social, c'est de trouver des nouvelles formes de lutte sociale et de sortir. Enfin bon, il ne faut pas abandonner les anciennes parce qu'on n'a pas, pour le moment, on n'a pas autre chose. Hein. Il faut faire des manifestations, faire des défilés avec des banderoles, etc., des slogans. Il faut continuer. Bon, mais je pense qu'il faut inventer de nouvelles formes. Par exemple, les étudiants américains, au moment de la guerre du Vietnam, ont inventé une foule de choses. Ils ont brûlé les cartes d'identité, ils ont brûlé les drapeaux. Bon, pourquoi? Parce que étant intellectuels, ils avaient plus de capital, ils étaient plus libres. Bon. Eu conheci Pierre Bourdieu em final de 1966. Eu tinha uma bolsa do governo francês para fazer um estágio na França, depois para fazer o meu doutorado. E, naturalmente, fui procurar assistir aos cursos daqueles sociólogos, filósofos, historiadores que eram mais conhecidos no Brasil, né? Pierre Bourdieu não fazia parte dessa lista, né? Esse era o momento em que a sociologia francesa se dividia um pouco entre um grupo de sociólogos orientados ou fascinados com as pesquisas empíricas de corte funcionalista que se faziam nos Estados Unidos, né? E aqueles outros que se diziam os defensores da teoria, né? Que, no fundo, faziam mais, talvez, filosofia do que sociologia. E os trabalhos de Bourdieu vieram um pouco, eu não digo preencher essa lacuna, mas um pouco subverter esse quadro. Me parece que talvez essa tenha sido a revolução que ele provocou na sociologia francesa e, com o correr do tempo, um pouco nas ciências sociais no mundo todo, né? O ponto de Bourdieu é que ele não estava interessado em produzir mais uma teoria do social, muito menos uma teoria geral do social, mas em pensar a produção do conhecimento sobre o social. O Bourdieu representou uma espécie de revolução na maneira de fazer sociologia na França. Os leitores dos seus primeiros escritos perceberam de algum modo isso, né? Me lembro de um artigo do Michel Verret sobre pesquisa na Argélia, em que ele, já naquela época, chamava atenção, ele percebia a importância daquilo que estava sendo feito, né? A sociologia que se fazia naquela época era a sociologia que estava voltada, sobretudo, para o estudo de grupos sociais, né? O Bourdieu, que sempre criticou qualquer tipo de substancialismo, que percebeu, graças à sua formação filosófica, imagino, que era preciso pensar relacionalmente, né? Tentou fazer uma sociologia sem passar pela ideia de grupo. Então, ao invés de buscar características substantivas de determinados grupos, o importante era pensar sistemas de relações. Mas eu acho que a obra do Bourdieu, né? Esse trabalho de longo prazo desenvolvido pelo Bourdieu foi uma peça fundamental na renovação dos trabalhos feitos tanto na área de antropologia social quanto na área de sociologia no Brasil. A coisa toda começou através de uma tentativa de se montar uma antologia dos trabalhos dele. Isso no final dos anos 60,
quando ele também estava no início da carreira dele na França. A influência, digamos que para simplificar, se exerceu em duas áreas. Sociologia da Educação, o livro A Reprodução,